Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à La Ferrière avec Élise. Bonjour Élise. Bonjour Anaïs. Tu es donc productrice de fleurs comestibles, sauvages. Est-ce que tu vas pouvoir nous parler aussi de comment tu t'es adaptée au fait que il fait très chaud actuellement en Vendée, la canicule. Comment tu fais toi? Écoute, j'ai adapté mes cultures depuis le mois de mars. J'ai planté, j'ai paillé, ce qui fait que les racines vont en profondeur. Et puis je n'ai pas arrosé, c'était l'intérêt. La paille garde l'humidité dans la terre. Et puis la plante en fait se comporte, au lieu de rester en surface, va aller chercher l'eau en profondeur en fait. Et il y a encore de l'eau malgré la canicule sous la terre. On a eu de la chance, on a eu quand même, on s'en est plaint, mais on a eu une belle année de pluie l'année dernière. Et je pense que ça sauve également les canicules que l'on peut voir là actuellement. On est à 46 certaines fois, donc heureusement qu'il y a eu l'eau. Donc un bon paillage, on dit que ça vaut bien au moins 3 arrosages. Donc ça permet en fait de garder l'humidité dans le sol. J'ai planté mes basiliques il n'y a pas très longtemps. Comme vous pouvez voir, ils sont tout petits. Et je les ai arrosés au moment de la plantation et je les ai jamais réarrosés depuis parce que j'ai paillé. Donc c'est important de bien l'épaissir et puis de le laisser en place. Et la paille, je sais pas, moi dans mon imaginaire, ça peut vite prendre feu. Ça, c'est un imaginaire, c'est faux? Effectivement, la paille prend feu, mais tant qu'il n'y a pas d'apport de flamme, la paille ne prendra pas feu. Est-ce qu'on cultive plus comme avant quand il fait cette chaleur-là, 39-40 degrés, voire plus? Non, on doit penser différemment. Moi, je suis pas pour arroser déjà abondamment. Je pense que c'est important d'avoir des cultures serrées pour permettre de garder l'humidité, se faire de l'ombre, d'avoir des paillages pour éviter justement l'abondance en arrosage et puis de ne pas faire de monoculture. C'est très important parce qu'effectivement, la monoculture fait que c'est stérile à la fin, il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus rien quoi. Oui, les pollinisateurs c'est très important aussi. Très important, il faut emmener des plantes mellifères. Il y a des plantes en fait qui amènent les pollinisateurs à venir et c'est ce qu'il faut planter quoi. Par rapport à l'eau, alors est-ce que tu as d'autres techniques? Je sais pas, est-ce que tu as ton petit arrosoir ou ça Oui, je suis à l'arrosage effectivement manuel. Peut-être qu'à l'avenir j'aurai un arrosage au goutte à goutte, mais je pense que déjà c'est important parce que la plante elle a plus de goût. Comme moi je fais des fleurs comestibles, elle est plus concentrée en goût. Plus tu l'arroses, c'est comme un légume d'ailleurs. Plus tu l'arroses, plus la ragoûte flotte. Et là, finalement, c'est plus concentré, sucré. C'est grave satisfaisant à voir. Et en plus, ça leur fait du bien. Elles sont trop contentes, les plantes. Tu m'étonnes. Et comment tu sais qu'elles en ont besoin alors? Là, tu n'en avais pas forcément besoin parce que je l'ai fait hier soir. Je le fais tous les soirs. Donc le deuxième intérêt aussi pour pouvoir conserver l'humidité, c'est de bien bêcher la terre, c'est-à-dire de bien la retourner. L'intérêt est de pouvoir laisser entrer la pluie. Tous les apports d'humidité, même que ça soit la rosée le matin, une fois que c'est bien bêché, elle peut aussi du coup s'intégrer dans la terre beaucoup plus facilement et aller en profondeur. Et c'est comme ça que toutes mes méditerranéennes puisent à l'intérieur de la terre en fait, pour pouvoir vivre et perdurer. Et comment tu sais quand tes plantes elles ont besoin d'être arrosées en pleine canicule? Souvent elles souffrent. Je leur parle à mes plantes, donc je le vois. Elles sont un peu fatiguées, elles manquent d'eau quoi. Elles sont fatiguées, la feuille est un petit peu tombante et puis est un peu défraîchie. Donc, parce que la terre là, elle paraît un peu désertique, tu vois ce que je veux dire? En surface, mais en profondeur, la terre est humide. Si on gratte un petit peu, on trouvera toujours de l'humidité. Donc là, il faudra creuser plus profond, parce que vous voyez, elle est quand même bien enracinée cette plante. Donc elle a au moins, je pense, 50 cm de racines. Donc elle est déjà bien ancrée au sol. Elle est bien. Ouais, c'est forcément humide. Si elle va bien là, effectivement. C'est que c'est forcément humide. Et après, l'intérêt, j'ai fait une butte méditerranéenne, c'est d'avoir mis sur butte des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Parce que justement, elles ont cette résistance au soleil et à la sécheresse. Là, je commence, c'est ma première année, donc j'ai beaucoup de tagettes. La tagette, c'est une plante où il y a beaucoup de variétés. Et donc, c'est soit les feuilles, soit les fleurs qu'on utilise. J'ai des sauges également. J'ai des plantes méditerranéennes qui sont des aromatiques, qu'on connaît tous, le thym et le romarin. Mais après, il y a d'autres plantes comme les lychris, comme la santoline. Enfin, j'ai beaucoup de variétés de méditerranéennes. J'ai également des dahlias. Ça, c'est la plante phare, très jolie dans les assiettes. Les fromagers adorent ça. Et puis après, ça va être des annuels. Ça peut être des bleuets, ça peut être des soucis. J'ai également beaucoup de pélargonium, la petite plante de mamie qu'on connaît bien, c'est le géranium. Okay. Voilà, et en fait, c'est des plantes odorantes, on appelle ça. Et donc, il y a plein de déclinaisons. Il y a la menthe. Les tournesols aussi, ça se mange? Les tournesols, ça se mange. Alors, ça peut se manger, en fait, surtout à une étape de bourgeon. Un petit peu comme un artichaut. Okay. On le prélève, on le fait bouillir, et puis on le mange comme ça. Et qu'est-ce que tu aimerais faire à l'avenir, tes projets avec toutes ces variétés-là? Ça demande du travail aussi, j'imagine. Tu n'as pas encore démarré en plus ton activité c'est ça? En fait, le but pour moi, c'était une année test et puis c'est une année de lancement. Je commence à partir de septembre à pouvoir vendre mes fleurs.
Le but, c'est de vendre à des restaurateurs, des métiers de bouche plutôt. Je dirais restaurateurs, fromagers, chocolatiers, et puis traiteurs. Et puis de leur faire découvrir en fait les multiples façons de cuisiner les fleurs et les plantes, parce que finalement, il y a le feuillage qui est intéressant. Et donc, il y a des périodes forcément plus basses pour moi en production de fleurs, donc c'est les hivers. Et là, je vais me diriger vers le sauvage. Donc, je pars en cueillette sauvage et puis je prélève ce qu'il faut pour pouvoir compléter les commandes et puis surtout pouvoir faire découvrir différentes variétés de plantes, parce que le sauvage, c'est à l'infini. C'est-à-dire le local? C'est-à-dire les plantes locales qui poussent naturellement, ouais. Et t'en as ici aussi? Alors moi je l'implante, ouais. C'est important pour ne pas trop aller me déplacer. J'ai implanté pas mal de sauvages sur mon terrain. Mais c'est du local quand même alors? C'est du local, que des plantes ouais. Et c'est quoi l'intérêt peut-être pour les personnes, les restaurateurs? Ça se développe tout ça, la nourriture avec les fleurs? C'est une tendance ou vraiment... Le végétal, alors je ne sais pas si c'est une tendance. En tout cas actuellement, effectivement, j'espère que ça va durer. C'est plus ça que je souhaite. Mais actuellement, oui, le végétal a le vent en poupe. Ouais. Dans la cuisine? Ouais, dans la cuisine. Et si ça fonctionne plus trop dans la cuisine? Eh ben écoute, on va essayer de se recycler, faire autre chose. Après, moi, j'ai quand même l'intérêt de faire venir aussi les gens sur mon terrain et puis de développer mes propres ateliers culinaires autour des plantes. Et je pense qu'il ne faut pas négliger en fait la nourriture de chacun et puis ce que nous, jeunes ou plus vieilles, faisons dans nos cuisines. C'est important, en fait, on aime cuisiner. Pourquoi pas mettre du sauvage et des fleurs dans nos assiettes, quoi. Est-ce qu'il y a un apport peut-être nutritionnel ou c'est Oui, certainement. Bien pour la santé, déjà, oui, par rapport aux légumes qu'on peut cultiver, qui ne sont pas forcément avec les mêmes apports qu'il y avait une centaine d'années, je pense que les fleurs, elles, par contre, elles ont mieux conservé effectivement leur apport nutritionnel. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec cette chaleur qui va continuer encore tout cet été? Tu es plutôt contente parce que tu arrives à trouver tes techniques et en même temps la chaleur t'aide aussi l'été, c'est ça? C'est bien. J'ai besoin en fait d'adapter parce que comme je te dis, c'est une année test, donc je vois un petit peu comment ça se comporte. Là, je suis assez contente finalement parce qu'on a eu un beau printemps. Je ne sais pas si l'année prochaine sera identique, en tout cas si on n'a pas de pluie cet hiver et puis en octobre, novembre. Et on adaptera, peut-être des voiles d'ombrage, on verra. Mais là en tout cas, moi le but pour moi, comme mes arbres vont pousser et qui vont mettre quelques années, parce que l'agroforesterie en fait c'est ça, c'est d'associer nos cultures, donc que ça soit maraîchère, ça peut être maraîchère, et puis pour moi ça sera la production de fleurs, avec les arbres qui amènent justement par la racine et par leur ombrage de l'eau et puis du drainage dans les sols, quoi. Donc voilà, le but c'est pour l'instant de m'adapter en attendant que les arbres poussent, et une fois que les arbres seront là, l'écosystème fera son travail, quoi. Pas d'intrants chimiques, tout ça, le bio? Non, je suis en bio, ouais. J'ai une certification bio depuis peu, en début d'année j'ai fait ça. Donc toutes mes fleurs seront vendues en agriculture biologique. Parfait, merci Élise, on suivra ça de près. Merci Anaïs. Et merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.